la gazouisation de la politique française. La France insoumise a attisé cet antisémitisme. La France insoumise est un mouvement antisémite, passionnément antisémite. C'est même le premier parti antisémite de France. Et le dire est un élément du débat. Ce qui n'a rien d'étonnant non plus pour un mouvement sexiste instrumentalisant les haines communautaires et religieuses à des fins électoralistes. On vient d'obtenir la création de la commission d'enquête parlementaire contre la France insoumise. Vous savez que ça a été difficile, on n'a rien lâché. Un certain nombre de députés ont cherché à nous empêcher, mais cette semaine, on y est arrivé. Je rappelle qu'elle s'intéresse aux stratégies que des mouvements islamistes présents sur notre territoire peuvent mettre en œuvre pour influer sur les représentants politiques. Sur ce point, nos travaux ont permis de constater qu'au niveau local, tous les partis politiques peuvent être concernés. Monsieur Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Je vous remercie. Allez-vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble ? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. La réponse c'est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi j'ai une vie qui témoigne pour moi. Le 25 novembre 2025, l'éditocrate Franz-Olivier Gisbert, ancien directeur de l'hebdomadaire Le Point, propriété du groupe Pinault, s'est emporté à la télévision contre la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui avait eu l'effronterie de donner son avis sur le budget de la France. Il lui a reproché... Vous ramenez votre science. Puis il a crié... Moi, personnellement, comme plein de Français, j'en ai marre de ces gens d'extrême gauche déguisés en économistes. Dans le monde réel, et comme elle n'a pas manqué de le rappeler à cet interlocuteur un peu trop excité, Sandrine Rousseau est titulaire d'un doctorat en sciences économiques qui doit tout de même la qualifier un peu pour aborder de tels sujets. Oui, c'est ça, voilà. Vous êtes spécialiste. Je suis chercheuse en économie, monsieur. En matière d'économie appliquée, les compétences de Franz-Olivier Gisbert sont en revanche moins immédiatement évidentes, puisque Le Point, magazine gavé de millions d'euros d'aide publique à la presse, dont il a été le directeur pendant 14 ans et pour lequel il continue d'écrire toutes les semaines des éditoriaux extravagants, a récemment dû engager, en dépit de ses aides, un plan de licenciement de plusieurs dizaines de salariés. L'essentiel étant bien sûr que ce très relatif succès n'empêche pas Gisbert de se déguiser en économiste. Je suis chercheuse en économie, j'étais dans un laboratoire du CNRS, vous voyez, un organisme de recherche national. Et donc, je ne ramène pas ma science comme vous le dites, je fais juste part des connaissances que j'ai acquises au cours de ma carrière professionnelle. Sur et je vous le dis... Ce que dit Franz-Olivier Gisbert, en gros, j'ai résumé en 10 secondes ce qu'il a dit en 3 minutes, on ne peut pas se le permettre. La diminution du temps de travail, c'est une manière aussi de réduire le chômage. Et non, ça n'a jamais marché, c'est pas vrai. Mais comment on peut dire des trucs pareils ? Laissez-la parler. J'ai l'impression d'être avec un bouton au réveillon de Noël, franchement. Le 26 novembre, l'humoriste Sophia Aram, dont on n'a jamais très bien compris qui elle faisait rire à part ses employeurs de Radio France et de l'hebdomadaire Le Point, a dénoncé dans la chronique qu'elle rédige toutes les semaines pour ce magazine réactionnaire ce qu'elle appelle très sérieusement la dérive antisémite de l'extrême gauche. Fin de citation. Cette semaine, dans Le Point, je vous parle des nouveaux jeux qui occupent l'extrême gauche. Il y a d'abord le classique à la recherche du juif caché. Elle n'a évidemment produit aucun élément probant à l'appui de cette accusation extravagante, mais la vérité oblige à reconnaître que cette amuseuse professionnelle sait se montrer plus tolérante à l'égard de certains égarements, puisqu'elle n'a semble-t-il rien à dire, par exemple, sur le fait que le même magazine, Le Point donc, pour lequel elle produit une chronique régulière, a publié il y a quelques années un éditorial de Franz-Olivier Gisbert soutenant très sérieusement que l'Action française, organisation nationaliste dont l'idéologue principal était un antisémite fanatique condamné en 1945 pour intelligence avec l'ennemi nazi, ne fut pas globalement rongée par l'antisémitisme. Fin de citation. Vous savez ce que c'est l'antisionisme ? C'est une sorte d'antisémitisme masqué. La gazouisation de la politique française. Il y a un parti qui joue l'antisémitisme, la France insoumise, LFI, Mélenchon, ça fait peur. Parce que c'est populaire dans certains quartiers populaires, comme ils disent, gazaouiser la politique, parce que c'est leur expression pour dire en fait des quartiers où il y a beaucoup d'islamistes ou de musulmans. Les électeurs islamistes bien sûr, mais aussi musulmans.
Le 26 novembre, Nicolas Sarkozy, ancien chef de l'État français et auteur d'un livre à paraître le 10 décembre prochain sur les quelques jours durant lesquels il a été brièvement incarcéré à la prison de la Santé après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a de nouveau été condamné définitivement à une peine de 6 mois de prison ferme, cette fois-ci dans l'affaire Big Malion, qui portait, elle, sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012. C'est un texte rédigé derrière les barreaux sous le numéro d'écrou 320 535 avec un simple stylo bic sur une table en contreplaqué dans une cellule sans fenêtre. C'est un livre à cœur ouvert. Des feuilles qu'il noircit chaque jour et l'écriture qu'il explique comme un moyen de survie. Ce livre, c'est d'abord un récit intime, celui d'un homme réduit à l'essentiel qui n'a plus dans sa cellule que ses pensées pour compagnie. 213 pages écrites d'un seul trait à la première personne où l'ancien président ne cesse de clamer son innocence. C'est aussi une leçon de vie, je crois qu'il essaye de paraître dans cet ouvrage. Un homme qui n'écrit plus pour convaincre, mais pour tenir debout, et qui comprend que, procès ou non, on peut tout lui retirer, sauf la liberté de dire sa propre histoire. Le 27 novembre, l'organisation non gouvernementale de défense des droits humains Amnesty International a publié un rapport passé largement inaperçu, dont les auteurs constatent qu'à Gaza, le génocide continue, plus d'un mois après le prétendu cessez-le-feu, prétendument imposé au mois d'octobre dernier par le prétendu plan de paix, pour lequel des gens comme l'éditocrate Bernard-Henri Lévy avaient très sérieusement suggéré que le prix Nobel soit remis au président états-unien Donald Trump. Honnêtement, il le mérite. Aujourd'hui, à qui vous le donnez, le prix Nobel ? Selon Amnesty, la population palestinienne de la bande de Gaza manque toujours de tout, de nourriture, d'eau, de logement, de soins de santé, et se trouve donc condamnée à une mort lente et calculée. Mais la soi-disant communauté internationale continue à regarder ailleurs, comme elle le fait depuis le début des immenses massacres dans lesquels plus de 70 000 Palestiniens ont déjà été tués depuis 26 mois, selon les derniers décomptes officiels. Nous, les présidents de Parlement, nous réunirons un certain nombre de présidents d'Assemblée afin de proposer votre nom, afin que vous obteniez l'année prochaine le prix Nobel de la paix. Personne ne le mérite plus que vous, Monsieur le Président. Le 28 novembre, Emmanuel Macron, chef de l'État français, a annoncé qu'il souhaitait partir en guerre contre la désinformation et qu'il envisageait de créer un label permettant de distinguer les médias qui respectent quelques règles déontologiques élémentaires de ceux qui s'en affranchissent complètement. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. C'est une matière dangereuse, l'information. Cette proposition a scandalisé la presse et les médias réactionnaires, et en particulier ceux du groupe Bolloré, qui se sentent donc très directement visés par la suggestion selon laquelle la diffusion de fausses nouvelles ou d'informations biaisées ou tronquées nuit à la démocratie. On se demande bien pourquoi. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique ? Bien évidemment, les protestations de ces médias orientés, qui se posent en arbitre des bonnes pratiques journalistiques, relèvent de la farce. Non moins évidemment, lorsqu'Emmanuel Macron se présente en 2025 comme le champion du combat contre la désinformation, c'est également une très très mauvaise plaisanterie. D'abord parce qu'il a personnellement érigé le mensonge en mode de gouvernement à part entière, en ne cessant depuis son élection à la présidence de la République de raconter des bobards toujours plus énormes. Rappelons par exemple qu'après avoir promis en 2017 qu'il ferait barrage aux idées de l'extrême droite, c'est la violence, c'est la réduction des libertés, c'est la négation des différences. C'est cela, le Front National, et cela, ne l'oubliez jamais. Il a fini par confisquer le résultat des élections législatives de 2024 remportées par la gauche pour installer au gouvernement des ministres qui portaient précisément ces idées, comme le très oubliable Bruno Retailleau. Quand une immigration notamment n'est pas maîtrisée, et dans ces conditions, l'immigration n'est pas une chance. Je signe et je persiste. En somme, la suggestion que ces mêmes macronistes pourraient participer à la lutte contre la désinformation relève elle-même de la désinformation la plus grossière. Moi, tout à l'heure, j'avais lu que le prénom le plus donné dans le Val-de-Marne, c'était Mohamed. Votre exemple sur les prénoms
est effectivement très... Il faudrait le vérifier parce que la difficulté de nos émissions, lorsque une information comme ça est donnée et après on se fait retaper par l'Arcom, c'est-à-dire que ce que vous dites là, je ne peux pas le vérifier. Donc soyons prudents. Avant que vous m'interrompiez. Ah non, c'est vous, je vous interromps parce que grossièrement. Non, je vous ai interrompu parce que j'ai sauvé 50 000 euros peut-être. Voilà. Le 1er décembre, le journal du dimanche, l'hebdomadaire dominical du groupe Bolloré, a publié en exclusivité quelques extraits du livre sobrement titré Journal d'un prisonnier, que Nicolas Sarkozy a écrit pendant sa brève détention à la prison de la Santé et qui paraît chez un éditeur appartenant également au groupe Bolloré. Oh shit, here we go again. À en juger par ces extraits, cet ouvrage où l'ancien président, plusieurs fois condamné à des peines de prison ferme, se présente une nouvelle fois comme la victime d'une injustice, ne présente guère d'intérêt. Il dit qu'il se nourrit de l'étage, qu'Emmanuelle Mignon, son ancienne directrice de cabinet à l'Élysée, va lui envoyer des notes de cuisine en lui disant le temps de cuisson d'un œuf, par exemple. Et il dit, m'a toujours trouvé plus fort, plus habile que je ne le suis. En fait, finalement... Parce que l'idée, c'est qu'il fait la cuisine, pardon. Normalement... mais il fait la cuisine dans sa cellule. Même si son auteur explique au passage qu'il a promis à Marine Le Pen, députée du Rassemblement national, également condamnée en première instance à une peine de prison ferme au mois de mars dernier, qu'il s'opposerait formellement à toute idée d'un front républicain contre ce parti d'extrême droite xénophobe, que l'ancien président considère donc comme tout à fait fréquentable. L'alternative ne réside pas, comme je l'entends trop souvent, dans un accord ou non avec le RN, mais dans une volonté de parler sincèrement, vraiment, profondément à ses électeurs, qui ne sont plus les nôtres après l'avoir été. Ce qui est beaucoup plus intéressant et instructif dans les 4 pages que le journal du dimanche consacre à la parution du livre de Sarkozy, c'est qu'à aucun moment cet hebdomadaire ne rappelle que depuis sa sortie de prison, l'intéressé, comme on l'a dit, a une nouvelle fois été condamné définitivement à une peine de prison ferme dans l'affaire Big Malion. C'est très gentil pour lui et ça constitue un assez bon aperçu de la manière dont cette presse qui a poussé de grands cris indignés quand Macron a proposé de lutter contre la désinformation informe ses propres clientèles. Aie confiance, crois en moi. Le 3 décembre, les éditions Grasset, contrôlées par le groupe Bolloré, Ça fait beaucoup là, non? ont publié un livre de l'avocat Richard Malka qui a pour titre « Passion antisémite », fermez les guillemets. Il s'agit d'un pamphlet accusant la France insoumise d'être un parti antisémite. Qualifier la France insoumise de mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite. Oui. Est-ce que vous regrettez ? Pas du tout, pas du tout. Passionnément antisémite, c'était l'objet de toute la plaidoirie de Richard Malka. Le jour du procès, une plaidoirie remarquable. Et votre avocat ? Oui, qui était mon avocat, tout à fait. Une telle accusation n'est pas exactement nouvelle. Cela fait des années que la droite française et ses journalistes d'accompagnement tentent d'installer dans l'opinion l'idée que l'antisémitisme serait passé de la droite à la gauche, comme pour mieux détourner l'attention de leur propre complaisance et tolérance pour des personnages comme l'antisémite Charles Maurras, par exemple. Charles Maurras, c'est-à-dire le fondateur de l'Action française. Bien évidemment, Richard Malka a été invité partout pour présenter son livre. Il a notamment été reçu sur Europe 1, une radio qui appartient aussi au groupe Bolloré. Et c'est intéressant parce que ça démontre que cet accusateur intransigeant sait parfois faire preuve d'une certaine souplesse ou d'une certaine tolérance. Car en effet, d'une part, c'est ce même groupe Bolloré qui a offert une tribune quotidienne pendant de longues années à Éric Zemmour, en dépit du fait que cet agitateur d'extrême droite avait été condamné pour provocation à la haine raciale ou religieuse et qu'il était poursuivi pour contestation des crimes contre l'humanité perpétrés par le régime de Vichy, qui a très activement collaboré à l'entreprise nazie d'extermination des Juifs d'Europe. Et c'est encore le groupe Bolloré qui compte parmi les collaborateurs de sa chaîne dite d'information en continu, un commentateur qui a récemment lancé contre la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, des accusations dont cette dernière a considéré qu'elle mobilisait, je cite, les pires clichés antisémites, fin de citation. Pour expliquer qui est Yael Braun-Pivet, cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. Mais rien de tout cela ne semble troubler outre mesure Maître Malka, qui a profité de sa tournée médiatique pour préciser dans le journal Le Parisien qu'en cas de second tour de la prochaine élection présidentielle opposant le président du Rassemblement national à Jean-Luc Mélenchon, il glisserait dans l'urne, je cite encore, un bulletin Charlie Hebdo, et qu'il ne choisirait donc pas entre la gauche antiraciste et l'extrême droite xénophobe. Voilà qui a du moins le mérite d'une certaine clarté. Soyez vraiment très attentifs à l'intensification du bashing anti-LFI d'ici 2027. Ça va se passer non seulement en librairie, non seulement dans les médias de Bolloré, mais aussi dans Libération, sur France Inter, chez Quotidien,
des médias que certaines personnes pensent encore être de gauche. Ce qu'on voit, c'est simplement la bourgeoisie qui se serre les coudes pour faire barrage à LFI, qui est, que ça nous plaise ou non, le premier parti de gauche de France et le seul parti de gauche à pouvoir se retrouver au second tour. Et donc à pouvoir gouverner. Fun fact, Richard Malka a été l'avocat de Raphaël Enthoven, qui est lui-même le mari de la directrice de France Inter. Il a aussi été l'avocat de DSK, de Bastien Vives, de Mila, de Dora Muto, de Caroline Fourest, de Manuel Valls. Bref. Le 3 décembre, Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, que certains commentateurs présentent sans rire comme le nouvel espoir de la droite dite républicaine, a déclaré sans rire non plus que ce qui tuait les automobilistes, c'est l'assistanat. Et que pour leur sauver la vie, il fallait donc supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation, en bref, rendre le citoyen responsable de sa propre conduite. Et c'est tout à fait intéressant, mais pourquoi faire preuve de tant de timidité, alors qu'il serait si simple de demander aussi la suppression des passages à niveau ? Quel est votre métier exactement ? Je suis éditorialiste, moi, sur LCI en ce moment, et chroniqueur sur Valeurs Actuelles, et le mot est difficile à utiliser. Et vous appuyez sur quelle expérience ? L'expérience, vous voulez dire ceux qui signent mes fiches de paye et ceux qui me font confiance, c'est ma chaîne et mon papier. Le 6 décembre, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, a été auditionné par une commission d'enquête parlementaire portant, je cite, « sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste ». De la même façon, nous condamnons sans équivoque les amalgames entre islam et islamisme, ainsi que toutes les violences qui peuvent être exercées à l'encontre de personnes au nom de leur religion supposée. C'est le député républicain Laurent Wauquiez qui a voulu cette commission, qui a dès son origine été conçue comme une machine de guerre contre la France insoumise, puisque son objectif initial, clairement énoncé par Wauquiez, était d'imputer à ce seul parti des liens compromettants avec des organisations islamistes ou terroristes. Pourquoi est-ce que je me bats pour mettre une commission d'enquête parlementaire sur la France insoumise ? Allons-y. C'est parce que précisément je veux comprendre tout ce qui est derrière ça. Quelles sont en réalité leurs arrière-pensées quand ils veulent faire sauter le crime d'apologie de terrorisme ? Allez-y, vous semblez avoir une idée claire de leurs arrière-pensées. Ça me semble évident. Laquelle ? LFI a fait le choix de l'islamisme. C'est complètement raté, puisque pendant 1h30, Jean-Luc Mélenchon a posément démontré que ses accusations visant la gauche insoumise étaient complètement extravagantes, sous le regard de plus en plus consterné des membres de la commission, dont la misérable entreprise de dénigrement était en train d'apparaître pour ce qu'elle était. Bien sûr, si vraiment cette commission avait réellement voulu documenter, conformément à son intitulé officiel, les liens qui peuvent effectivement exister entre des mouvements politiques et des organisations soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste, elle aurait pu auditionner avec beaucoup de profit beaucoup d'autres personnalités politiques de tout premier plan. Comme par exemple le président du Rassemblement national, dont un ex-candidat aux élections municipales de 2014 est soupçonné par la justice d'avoir contribué au financement de l'État islamique lorsqu'il travaillait pour l'entreprise Lafarge en Syrie. Ou comme l'ancien chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné pour association de malfaiteurs dans une affaire où 2 de ses principaux collaborateurs ont rencontré secrètement un terroriste libyen recherché pour avoir organisé en 1989 un attentat qui avait fait plusieurs dizaines de victimes françaises. Mais cette commission, dont le véritable objectif n'était décidément pas de documenter d'éventuelles proximités de certaines formations politiques avec le djihadisme ou le terrorisme, n'a malheureusement pas daigné entendre ces éminents personnages. Je pourrais alors vous demander pourquoi vous semblez voir de l'islamophobie partout et de l'antisémitisme nulle part. Montrez-nous, aujourd'hui devant cette commission, que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Je vous remercie. Allez-vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble ? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. La réponse est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Bien de même, pourquoi voudriez-vous que moi, je sois l'agent de ceci ou de cela ? Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS, alors que j'étais pro-communiste. Le 7 décembre, l'hebdomadaire La Tribune Dimanche, propriété du groupe CMA Média du milliardaire Rodolphe Saadé,
a publié un article consacré, je cite, au déficit du budget de la sécurité sociale, qui soulignait qu'Amélie de Montchalin, ministre macroniste chargée des comptes publics, estimait que ce déficit serait de plus de 22 milliards d'euros en 2026, au lieu des 17 milliards initialement prévus. Cette déclaration se veut évidemment très alarmiste, mais il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter, puisque ces 22 milliards représentent moins du 10e des sommes colossales que l'État macroniste distribue chaque année aux entreprises privées, sous la forme d'aides diverses et variées dont l'usage ne fait l'objet d'aucun contrôle, de sorte que si vraiment le financement de la Sécu nécessite une toute petite rallonge d'une toute petite vingtaine de milliards, on ne doute pas que cet État qui se montre si dispendieux lorsqu'il s'agit de gaver le patronat de centaines de milliards, saura très facilement les trouver. Nous devons, pour garantir cette croissance, non pas seulement dire aux entreprises qu'on les aime, mais bien leur donner des preuves d'amour. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la prochaine.